Bonjour. À l'occasion des 50 ans de la mort de Paul Diel, vous m'avez demandé de faire une petite présentation de ce que je faisais, car le plus bel hommage qu'on puisse faire à qui que ce soit, c'est de prolonger ses valorisations, de prolonger sa pensée et de prolonger tout le travail qu'il a fait. Donc, à ceux qui connaissent la pensée de Paul Diel, je vais insister sur le fait que la science n'appartient à personne. De cette phrase découlent beaucoup d'idées. La première sur laquelle je me suis penché le plus est la science. Paul Diel a insisté sur le côté scientifique de sa pensée. Vous vous en rappelez, dans toutes ses conférences, il en faisait référence. À tel point que, quand je posais la question, on me disait que c'était scientifique. Aujourd'hui, je me suis posé la question, pourquoi est-ce une pensée scientifique? Donc, je voudrais vous parler aujourd'hui de cette pensée et vous montrer que l'on a pu bâtir une science à partir de cette pensée. Pour Diel, c'était intuitif, c'était fort, mais ça ne suffit pas. Il faut pouvoir le démontrer. La science s'appuie sur l'observation et la classification dans un premier temps. Son premier but est d'expliquer avec des lois ce qui est observé. Il faut donc définir les lois. Paul Diel, en effet, parle de la loi d'harmonie, de la loi d'ambivalence, etc. Mais en avez-vous fait l'inventaire? Avez-vous fait les liaisons entre elles, entre ces différentes lois? Avez-vous enfin cherché le fondement de ces lois? Quels sont les postulats ou les axiomes qui sont à l'origine de ces lois? En effet, on ne peut pas parler de loi si on n'a pas, d'une part, défini le contexte dans lequel on allait travailler, et d'autre part, si euh, on n'essaye pas de réduire au maximum les postulats de départ. Ces postulats, pour le moment, j'en ai trouvé 4, qui permettent de définir toute la théorie de Paul Diel. En arithmétique, vous en avez 5, ce sont les axiomes de Peano. En psychologie, j'en ai trouvé 4. Il y en a peut-être moins, il y en a peut-être plus. Je pense qu'avec les 4, j'ai pu faire et pu démontrer que j'adressais toutes les lois que Diel a pu définir. Encore une fois, on est dans un cadre scientifique, dans un cadre qui va évoluer, dans un cadre qui va être plus précis de génération en génération. Par conséquent, le problème reste ouvert. Il est finalisé tout en étant ouvert. Enfin, la science prend toute sa dimension dans la prédiction. C'est prévoir, ça permet d'anticiper, ça permet de voir ce qui va se passer et donc de choisir. On aimerait tous savoir de quoi sera fait demain. Et avec la psychologie, en tant que science, on peut le savoir essentiellement. Pas dans l'accidentel, je ne vais pas vous prédire les chiffres du loto, mais dans l'essentiel, je vais pouvoir le voir. La science permet ainsi de se rassurer, car le savoir est la base de notre pensée, de notre éducation, de notre évolution, de notre adaptation. Mon travail consiste à présenter l'œuvre de Diel sous la forme d'une science, d'une pensée constituée, construite, logique, mais plus encore en utilisant des formules à la place de formulations pour rendre plus utile et explicite la mise en œuvre de la théorie.
Vous verrez que Diel lui-même, dans son premier livre, La psychologie de la motivation, a bien dit que la formulation qu'il utilisait se transformerait en formule. Je n'invente rien, je n'ai rien inventé, je n'ai rien ajouté à la pensée de Diel. Elle est telle qu'elle a toujours été. J'essaye simplement de la rendre plus accessible, de la rendre plus percutante, de la rendre plus forte, en quelque sorte. Théorie et expérience sont indissociables. Donc, je ne vais pas faire de la théorie, je vais faire cette alchimie qui est constituée de la théorie et de l'expérience. C'est ça, la véritable science. L'homme construit des outils pour s'orienter plus facilement dans un nouveau monde. Dans le monde extérieur, l'homme a su construire des quantités d'outils et même des outils d'outils, si je puis dire. Pour le monde intérieur, Diel a su construire 2 outils afin de s'orienter dans le monde. Partant de ces outils complémentaires, j'arrive à être plus efficace et surtout à ouvrir la psychologie sur un champ de possibles théories. La psychologie devient aujourd'hui une science dure au même titre que les mathématiques ou la physique. Vous allez me rétorquer qu'il n'y a pas de mesure dans le monde intérieur. Et je vous répondrai qu'il en est de même en géométrie euclidienne. Raison pour laquelle il était écrit sur le fronton des universités grecques, nul n'entre ici s'il n'est pas géomètre. En géométrie euclidienne, vous n'avez pas accès à une mesure, vous n'avez que des raisonnements. Vous êtes capable de dire qu'un triangle est isocèle et que dans un triangle isocèle, les 2 angles opposés à la base de ce triangle isocèle sont égaux. Vous n'avez pas mesuré les angles, vous n'avez pas mesuré les côtés, et pourtant vous en avez déduit une relation. Il en est de même dans le monde intérieur. Dans un premier temps, on va devoir travailler sans mesure. Et alors ? Cette mesure devient aujourd'hui le fléau de notre société. Nous comptons le nombre de boutons, le nombre de cheveux que l'on a. Regardez, au lieu d'avoir aujourd'hui des gens qui sont respectés pour leur métier, vous avez des gens qui sont dirigés par des gestionnaires, des gens qui calculent du matin jusqu'au soir le nombre d'argent, d'actions, de boutons et de cravates qu'ils ont amassés. Ce sont des gestionnaires, ils ne connaissent pas le métier, ils ne veulent pas le connaître. Ils sont là pour compter. Ce sont des comptables. Nous sommes rentrés dans un monde de comptables. Regardez la médecine, regardez les hôpitaux, regardez les ingénieurs, regardez, il n'y a plus d'architectes, regardez, il n'y a plus d'hommes de métier, il n'y a plus que des gestionnaires. Partout où vous regarderez, vous verrez que la société se décompose avec des comptables qui regardent combien d'élèves ont répondu à la question 25, alors que ce qui compte, ce n'est pas d'y répondre, c'est de comprendre et de savoir pourquoi on y a répondu. Et ça ne se comptabilise pas. La science nous tire en avant. C'est pas nous qui bâtissons la science. Nous ne faisons que la découvrir, courir derrière elle. Si cet ordre est inversé, l'homme tombe dans l'ésotérisme ou le matérialisme. Je travaille avant tout et essentiellement pour moi, et j'essaye de rédiger ce que je trouve pour ceux que ça intéresse. Et si ça n'intéresse personne,
c'est pas grave, ça m'intéresse moi, c'est déjà énorme. Je m'apporte à moi-même la satisfaction de cet intérêt. Je me raconte des histoires drôles pour rire seul, mais le rire est tellement agréable que je vis une vie heureuse. Et c'est ça que j'aimerais vous partager avec vous. La justice est immanente, c'est un guide pour moi. L'homme est un système complexe. Il en est de même de l'espèce, et grâce à ces systèmes que j'ai étudiés, j'ai pu préciser le fonctionnement psychique, les objets du monde intérieur, leurs liens, leurs transformations. Je vous donne juste l'exemple des valeurs. Il y a avant tout des valorisations au niveau individuel. Attention, j'ai dit valorisation. Pourtant, je vous dis, je vais vous donner l'exemple des valeurs. Et ces valorisations se transforment en valeurs conventionnelles ou en valeurs guides, selon Paul Diel. Valeurs d'entraide au niveau d'espèce ou de la société, si vous voulez, pour prendre un vocabulaire plus actuel, mais qui ne change rien au reste. Je pourrais vous expliquer pourquoi le sujet de l'amour ou sur l'amour est si important, pourquoi la maladie d'Alzheimer semble pouvoir être retardée par la psychologie, etc. Tous les problèmes ont une solution. Cette solution est facile ou difficile à trouver, mais la science la trouvera toujours, quel que soit le temps que cela prenne. C'est la puissance de la science, c'est ça que je veux vous transmettre, c'est ça dont je suis convaincu, dont je suis animé. Et c'est pour ça que la science me tire en avant. Le diable, la vanité en nous, joue un rôle majeur. Il faut pouvoir le comprendre, ce diable, l'imiter et utiliser ses subterfuges. Le diable est fascinant, il m'a appris beaucoup de choses, entre autres l'utilisation des paradoxes. Le diable nous dit par exemple, sois le maître du monde et tout appartiendra. Il suffit d'écouter le diable pour construire l'antidote associé. Je vous laisse le soin de trouver la formulation ad hoc. Vous verrez, elle est simple. Cependant, une vraie formulation, non pas basée sur des jeux de mots ou d'idées, mais sur des lois du fonctionnement psychique, nous permet de trouver la solution pour faire taire le diable. Il suffit que celle-ci s'intègre à la vie. Cherchez alors toutes les erreurs que nous faisons en permanence pour vous améliorer, non pas pour devenir parfaits, parce que nous ne serons jamais parfaits, nous ne sommes pas parfaits. Je sais que j'ai des défauts, d'énormes défauts, mais j'essaye d'en corriger certains. Diel a montré que la justice était immanente, elle était intérieure à nous. Réfléchissez à ce que ça veut dire. C'est comme dirait Lucchini, c'est énorme, c'est prodigieux, c'est extraordinaire. C'est le fondement, l'essence même de la vie sur Terre. Cela provient du fait que le monde extérieur et le monde intérieur sont à la fois liés par la vie, mais aussi indépendants. Leur indépendance montre qu'aucun objet, sanction, comparaison, référence au monde extérieur ne peut apporter de solution à un problème du monde intérieur. Là encore, je vous laisse formuler les paradoxes qui en résultent. Cherchez en vous à quel point les références au monde extérieur sont nombreuses. On les a au bout de la langue, à chaque seconde. Pour établir une science, il faut non seulement une démarche méthodique permettant de faire des raisonnements, des observations, explications, prédictions, mais aussi et avant tout une définition du sujet et du champ de l'étude. Pour la psychologie, il faudra donc répondre aux questions de l'individu, de celui qui se pose ces questions
mais aussi à celle de l'espèce à laquelle il appartient, car par transitivité, chaque individu a accès à la connaissance essentielle des autres, et ce, depuis la nuit des temps. Ainsi, l'élan vital est un terme dont la science a besoin pour résoudre les équations individuelles de chacun, même si ce terme sert avant tout à désigner un objet abstrait au niveau de l'espèce. De même qu'il faut définir le champ de l'étude de la psychologie, de même pour chaque individu, il faut définir le contexte dans lequel il est pour résoudre les problèmes de son calcul de satisfaction. Il y a donc des concepts définis pour la psychologie au niveau individuel et d'autres au niveau de l'espèce. Vous voyez, c'est ça toute l'œuvre de Diel. Diel, pour lui, c'était évident. Il savait très bien les concepts qu'il manipulait, à quel niveau il s'exerçait et pourquoi ils étaient ainsi. Eh bien, il y en a au niveau de l'individu, il y en a au niveau de l'espèce. Et si vous savez faire la distinction entre ces deux, eh bien, vous saurez plus précisément comprendre le fonctionnement psychique. Cette distinction est fondamentale pour permettre de garder la cohérence dans les raisonnements. Si vous ne l'avez pas, vous risquez de faire des erreurs dans vos raisonnements. La psychologie juste comporte l'antidote de ces mésusages. Personne ne peut en détourner la juste application sans se brûler ou tomber dans les griffes du diable. Ce qui me donne toute ma sérénité, parce que prenez mes idées, utilisez-les, diffusez-les, modifiez-les. Vous serez punis si vous les modifiez par vous-même, par personne d'autre, je ne vous en veux pas. Si vous la diffusez, tant mieux. Si vous vous l'attribuez, ça ne fait que vous regarder vous-même. Je n'ai aucun droit, je n'ai aucune... ça ne m'appartient pas. Les lois sont indépendantes de nous. Nous avons déjà l'immense chance de les avoir découverts, de les comprendre, de les voir, de les formuler, de les utiliser. Alors, nous voudrions en plus nous les attribuer. Et pourquoi donc? Est-ce si important de laisser son nom sur une formule? Est-ce si important de laisser un nom sur une forme de psychologie? Regardez autour de vous. C'est la psychologie freudienne, c'est la psychologie lacanienne, c'est la psychologie de Williams, de Rogers, de ceci, de cela. Ils se battent tous pour leur nom. Et pourtant, ils font de la psychologie. Ou ils croient en faire. Mais c'est incroyable. C'est lamentable, en quelque sorte. Donc je ne veux pas appliquer la même chose pour Diel. Diel est un homme parmi les hommes. Il est comme nous. Il a eu une intuition géniale, mais qui lui a servi à lui avant tout. Pas pour faire un nom, pas pour s'établir en tant que tel. Et le véritable hommage qu'on peut lui rendre, c'est de prolonger ce qu'il a fait et ce qu'il a trouvé. L'effort pour appliquer la justice immanente est très grand, mais la satisfaction qui en résulte est tellement bénéfique. C'est elle qui m'a montré que la science n'appartient à personne. CQFD, je dirais. C'est ce que je voulais vous montrer, c'est ce que je voulais dire, c'est ce que je voulais rendre comme hommage à Diel. Je vous remercie de votre écoute, de votre patience et j'espère vous revoir bientôt dans à l'occasion de séminaires ou d'autres. Voilà.